Kim Jong-il contre les masses affamées de la Corée du Nord, de 1993 à 2011. Lors de la naissance de Kim Jong-il sur la montagne sacrée Paktu en 1942, un double arc-en-ciel et une nouvelle étoile brillante sont apparus dans le ciel. L'anniversaire du dirigeant, aujourd'hui décédé, connu sous le nom de Jour de l'étoile brillante, est célébré comme une fête nationale dans le monde entier, où les gens se réjouissent et lui rendent hommage. Pendant environ 5 jours, la propagande nord-coréenne voudrait nous faire croire que c'est la réalité. Kim Jong-il est né en 1941 à Viatskoï, Sibérie. Il allait succéder à son père, Kim Il-sung, en tant que deuxième dirigeant de la Corée du Nord. Mener une vie extravagante et excentrique tout en opprimant et affamant le peuple, son fils Kim Jong-un règne. Aujourd'hui, la population continue de vivre dans une pauvreté abjecte et la terreur dans un pays étrange, isolé et coupé du reste du monde. La dynastie Kim a instauré un culte de la personnalité très répandu en Corée du Nord, contrôlant ou censurant strictement toute information entrant ou sortant du pays. Cela est possible grâce au soutien maintenu par la force des forces armées du pays, l'une des plus grandes armées permanentes du monde. À la maternelle, les enfants apprennent que, tout comme les fleurs ont besoin du soleil pour grandir, les enfants ont besoin de l'amour du grand dirigeant pour grandir. L'endoctrinement, le contrôle et l'autocritique paraissent à la fois effrayants et stupéfiants. À Pyongyang, capitale nord-coréenne, tous les visiteurs doivent d'abord déposer offrandes et fleurs, au pied des 2 statues géantes de Kim Jong-il et Kim Il-sung. Les étrangers ne peuvent pas voyager seuls dans le pays, et même les habitants de Pyongyang ont besoin d'un permis pour sortir de la capitale. Alors que le pays souffrait de famine, Kim Jong-il mangeait de façon extravagante. Ses plats préférés comprenaient des sushis et de la soupe aux ailerons de requin, un mets délicat controversé, ainsi que de l'âne rôti et des homards frais. Il mangeait avec des baguettes en argent et buvait du vin et du champagne français. Le dirigeant suprême avait aussi une cave royale de plus de 10 000 bouteilles, et il était connu pour dépenser jusqu'à 720 000 $ par an en cognac Hennessy. Le Nord-Coréen moyen gagnait moins de 2 000 $ par an, avec des choix alimentaires toujours très limités. Le petit déjeuner était souvent de la bouillie de maïs ou de millet avec du lait en poudre pour les enfants. Chez les épiciers, choux blancs, concombres et tomates étaient courants, tandis que œufs et viande restaient rares. Le riz constituait la base du régime nord-coréen, le pain étant parfois disponible, souvent servi avec du beurre fréquemment rance. Le peuple nord-coréen mangeait moins bien que les chiens de Kim Jong-il, nourri d'un régime riche en bœuf coûteux qu'un nord-coréen moyen ne voyait presque jamais. Un jour, le maître chenil de Kim a été surpris à voler la nourriture des chiens et condamné à 2 ans de travaux forcés pour cette affaire de bœuf. En 2000, Kim Jong-il a voulu goûter McDonald's. Le restaurant occidental étant interdit en Corée du Nord, il a envoyé son chef à Pékin acheter des hamburgers. Quand son chef est revenu, les hamburgers étaient froids, donc Kim les a mangés froids. Peu après, il a lancé une campagne pour nourrir ses étudiants universitaires avec du gojigopang, double pain avec viande, en coréen. Cette délicatesse inventée par Kim rappelait fortement un hamburger classique. Kim avait aussi proposé d'élever des lapins géants pour nourrir la population. Un agriculteur allemand, connu pour élever des lapins géants, aurait été approché pour aider à créer une ferme en Corée du Nord face aux pénuries alimentaires. Il a d'abord envoyé 12 lapins en Corée du Nord, mais a appris avec stupeur qu'ils avaient été mangés lors du banquet d'anniversaire de Kim cette année-là. Les médias nord-coréens décrivaient Kim comme un homme aux multiples talents. Les archives officielles indiquent que Kim a publié 1500 livres et composé 6 opéras, considérés comme inégalés dans l'histoire de la musique. Ses prouesses sportives étaient incomparables. Les médias ont indiqué qu'à sa première partie de golf, Kim a réalisé 11 trous en 1 sur l'unique parcours de Corée du Nord. Ses 17 gardes du corps ont confirmé l'exploit. Kim a alors choisi de se retirer définitivement du sport. Kim Jong-il, passionné de cinéma et réalisateur, possédait près de 15 000 films dont il appréciait particulièrement James Bond et Rambo. Kim, réalisateur passionné,
a constaté que ses films manquaient de vie par rapport aux autres productions mondiales. Il pensait cependant que l'échec venait des acteurs et de l'équipe technique. En janvier 1978, Kim a envoyé 2 agents, se faisant passer pour un producteur de cinéma et une femme d'affaires, rencontrer Choi Yoon-hee, une sud-coréenne. Marilyn Monroe, producteur de cinéma, a proposé de créer une société de production avec Choi à Hong Kong. Après l'arrivée de Choi, elle devait apparemment être escortée vers un studio de la société. Forcée à embarquer, sédatée en tentant de fuir, elle a été emmenée jusqu'au port de Nambo, en Corée du Nord. L'actrice a brièvement visité Pyongyang dans la Mercedes de Kim, puis a été menée dans une luxueuse villa appelée Bâtiment numéro 1. Choi serait bientôt convié à des fêtes, dîners et événements familiaux avec les officiels et amis de Kim. Pour son 37e anniversaire, Kim Jong-il a passé beaucoup de temps avec Choi et respecté ses avis sur le cinéma. Son ex-mari, Shin Sung-ok, un célèbre réalisateur sud-coréen, a été enlevé en Corée du Nord 6 mois plus tard. Il a reçu des logements luxueux comme Choi. Cependant, il a tenté de s'échapper 2 fois et a donc été détenu dans un camp de travail pénitentiaire pour désobéissance. Ici, Shin aurait été accompagné de milliers de personnes considérées par le gouvernement de Kim comme des criminels ou des radicaux politiques. Les infractions incluaient chanter des chansons pop sud-coréennes chez soi, quitter l'État sans autorisation ou avoir un lien avec une personne arrêtée. 3 ans après, le couple a été réuni et forcé d'aider le dirigeant suprême à faire des films. Kim a compris que la propagande de ses films n'attirait pas le public international, et il a donc permis à Shin d'élargir les sujets abordés. Leur film le plus cher, réalisé fin 1980, était Pugazari, un film de monstre avec une créature géante, inspiré par Godzilla, qui soutient une révolte paysanne contre une monarchie corrompue. Après 8 ans à travailler pour Kim, Choi et Shin ont réussi à s'échapper vers une ambassade américaine à Vienne. Contrairement au style de vie luxueux de Kim, les options de divertissement pour le peuple nord-coréen étaient bien plus limitées. La capitale, Pyongyang, comptait environ 8 cinémas. Les films étaient très propagandistes et montraient souvent des Nord-Coréens vainqueurs d'une guerre contre les Sud-Coréens, japonais ou américains. Seuls les hauts fonctionnaires avaient des téléphones, et l'achat de radios et téléviseurs devait être déclaré et contrôlé par les autorités. Pour garantir que chaque appareil suivait les programmes officiels, la possession de livres, magazines et journaux étrangers était interdite. L'alimentation électrique à Pyongyang, et dans toute la Corée du Nord d'ailleurs, était très instable sous Kim Jong-il, et cela continue encore aujourd'hui. L'industrie de l'armement était prioritaire sur le réseau électrique national, détournant ainsi une grande partie de l'électricité produite du pays au détriment du citoyen moyen. Les coupures de courant étaient fréquentes, et une étude récente indique qu'un Nord-Coréen sur 4 seulement avait accès à l'électricité. La plupart des habitants de Pyongyang vivaient dans des tours et, à cause des fréquentes coupures de courant, devaient utiliser les escaliers au lieu d'ascenseurs peu fiables. De nombreuses familles ont tenté de reloger leurs aînés aux étages inférieurs, mais cela était difficile et exigeait souvent un pot de vin. Les appartements étaient très froids et sans électricité. Aucun chauffage n'était disponible. Les résidents étaient alors obligés de couvrir les fenêtres avec des bâches en plastique ou des journaux pour essayer de conserver la chaleur. Pendant près de 20 ans, Kim Jong-il a dirigé le pays en tant que leader éternel, généralissime, vivant moins comme un dirigeant mondial que comme une caricature de dictateur despotique. Lorsqu'il est mort, le peuple est descendu dans les rues, pleurant et frappant le sol de chagrin. Ce n'était pas une explosion d'émotions authentiques. Cependant, selon un jeune étudiant à Pyongyang, tout son avenir dépendait de sa capacité à pleurer. Le deuil pour le défunt dirigeant suprême était, en soi, une question de vie ou de mort.